Tout le monde comprend que les problématiques liées à l'État, liées à la nation, et bien sûr dans le cadre de la mondialisation libérale, sont des thèmes récurrents dans le débat politique, que ce soit en France bien évidemment ou à l'international. On le voit aujourd'hui en Grande-Bretagne, on le voit dans d'autres États de l'Est européen, on le voit en Asie, on le voit en Afrique subsaharienne, on le voit bien sûr au Moyen-Orient. Donc nous avons pensé qu'il était utile d'essayer de faire un point aussi synthétique que cela était possible sur ces problématiques, d'autant que nous considérons qu'en réalité ces problématiques sont souvent mal posées, parce qu'elles sont posées de façon réductrice. Alors nous n'avons guère la prétention d'être totalement exhaustifs sur cette question, mais par la diversité des approches, la diversité des contributeurs qui nous ont fait l'amitié de nous fournir des réflexions et des papiers pour ce dossier, nous espérons, tant que faire se peut, de contribuer à ce débat nécessaire et surtout de façon dépassionnée parce que, notamment en France, qui est une nation politique par excellence, on constate que bien souvent ces débats sont virulents, mais parfois un peu stériles. Nous espérons donc que par ce dossier, nous ferons avancer la réflexion collective et citoyenne. Oui, c'est effectivement un des défis centraux pour tenter de mieux cerner ces défis, ces enjeux. Comme vous l'indiquez, la plupart des défis auxquels les sociétés humaines sont confrontées, que ce soit des défis sociaux, des défis économiques, des défis environnementaux, et ils sont de plus en plus prégnants, on peut s'interroger sur la possibilité de raisonner au strict niveau national. Et évidemment, la réponse est négative. On ne peut tenter de résoudre ces défis qu'au niveau de l'ensemble des nations qui constituent la planète. Ceci étant, deux questions se posent alors. La première question, c'est si nous raisonnons au niveau international, quelle est l'identité de la structure qui va pouvoir tenter d'apporter des réponses, si tant est que faire se peut, positives aux défis évoqués. Et là, nous tombons dans une autre question, c'est le concept de communauté internationale. Et on nous rebat souvent les oreilles sur ce concept. Alors, il est forcément sujet à caution, à débat. Il est louable éventuellement en termes de projet, mais je suis de ceux qui considèrent qu'aujourd'hui, et on peut peut-être le regretter, mais c'est un fait, il n'y a pas de communauté internationale en tant que telle. Ce serait une illusion totale. Alors si on ne peut pas raisonner au nom d'une prétendue communauté internationale, il faut raisonner différemment pour tenter de relever ces défis qui sont véritablement vitaux pour l'ensemble des peuples de la planète. Et là se pose la question d'une coopération souvent compliquée à mettre en œuvre parce qu'il y a des égoïsmes d'État et la défense d'intérêts d'État, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose, mais qui nécessite pour ce faire que de véritables États solides, efficaces, et si possible démocratiques, puissent se coordonner pour répondre ou tenter de mettre en œuvre des solutions nécessaires pour relever les défis en question. Et pour ma part, je pense que c'est la deuxième option. Et donc cela nous renvoie forcément à cette question de la pérennité des États-nations qui, contrairement à ce que certains prétendent, sont clairement installés dans le champ politique pour encore une longue période, même si ce n'est sûrement pas donné de façon ad vitam aeternam. La mondialisation libérale, c'est un système économique, ou une étape d'un système économique, le système économique capitaliste. C'est le moment de la financiarisation générale de ce système, et c'est donc l'exacerbation de la concurrence, non seulement entre les entreprises, fussent-elles nationales ou multinationales, et entre les États. Chaque entreprise se fixe comme objectif de réaliser le maximum de profit. Je ne peux le critiquer en tant que tel, mais on n'est pas obligé d'être d'accord et on peut considérer qu'il est nécessaire d'apporter des formes de régulation à cette concurrence économique exacerbée. Et dans ce cadre, encore une fois, se pose la question de la nécessité ou pas des frontières, donc des États, donc des nations. Et je ne crois pas que la généralisation du libéralisme économique, en tant que telle, puisse apporter le bonheur de l'humanité entière, ou en tant que telle puisse
permettre aux hommes, aux femmes, aux communautés humaines de se libérer. Je crois qu'au contraire, il y a une nécessité de résister à cet ordre mondial qui est en place, incontestablement, parce que je crains fort qu'au-delà de ce qu'on veut bien nous expliquer sur les bienfaits de la mondialisation libérale, en réalité, on constate, et on peut le constater quasiment au quotidien, il y a la reconduction ou la recomposition de nouvelles formes d'hégémonie de type impérial, alors économique souvent d'ailleurs, ou alors au contraire, au vu de la dilution d'une partie de ce qui faisait les entités nationales, la mise en œuvre d'identités infranationales et la mise en place de féodalités locales, etc., de micro-identités. Donc ces deux écueils, à mon avis, sont régressifs. Et donc il faut les combattre, et pour ce faire, je suis de ceux qui considèrent que, à ce stade en tout cas, l'État-nation reste encore un moyen de limiter les effets dévastateurs de ce libéralisme sans aucune contrainte que voudraient mettre en œuvre certains responsables à la fois politiques ou économiques. La discussion sur l'État islamique, évidemment, est tout à fait centrale, passionnante et véritablement problématique au vu des dégâts induits par la mise en place de ce qui s'appelle l'État islamique. Tout d'abord, rapidement, il faut toujours replacer dans le contexte, parce que l'État islamique, il n'est pas né par hasard. Il est né en réalité après 2003, et donc après l'intervention unilatéraliste des États-Unis contre l'Irak. C'est donc la dislocation volontaire de l'appareil d'État irakien mis en œuvre par le proconsul américain qui a été à l'origine de cette décomposition étatique et donc de l'émergence de groupes de type djihadiste ou terroriste. Le deuxième facteur, qui vient un petit peu plus tard dans le temps, c'est la situation en Syrie, bien évidemment. Et le fait que la Syrie, non seulement à cause des erreurs de Bachar el-Assad, qui immédiatement a répondu au mouvement de contestation politique et sociale par la brutalité la plus terrible, mais aussi par l'afflux de djihadistes qui venaient de nombreuses parties du monde et qui ont à leur tour contribué à la décomposition de la Syrie en tant qu'État structuré. Donc nous avons déjà ce contexte qui nous permet de comprendre l'émergence de l'État islamique. Mais ce qui, au passage, pour revenir au centre et aux problématiques du dossier de la revue, qui nous indique, qui nous démontre, là, par la pratique, l'importance de maintenir le cadre d'État-nation, parce que c'est ceux qui sont capables de résister aux forces centrifuges diverses. Mais il faut toujours, quand on parle d'État-nation, parler d'État efficace et démocratique. Incontestablement, ce n'était ni le cas de l'Irak, ni le cas de la Syrie. Mais c'est un autre niveau de la réflexion nécessaire. Donc, je crois qu'en réalité, bien évidemment, pour revenir à votre question, l'État islamique n'est pas une réponse au chaos régional ou sous-régional. Cet État islamique ajoute même du chaos au chaos, non seulement par sa barbarie, mais aussi par son projet politique, qui est assumé en tant que tel par ses dirigeants. Et d'ailleurs, au passage, l'État islamique, dont on dit souvent qu'il vit en autarcie, je pense que c'est une erreur, c'est que l'État islamique lui-même procède, alors à un faible niveau, heureusement d'ailleurs, au jeu international de la concurrence et du marché. On le voit à deux niveaux au moins, avec deux exemples, c'est le pétrole, et on sait très bien qu'une partie des puits pétroliers qui se trouvent sur des territoires tenus par Daesh ont fait l'objet d'achat et de vente, je ne dis même pas de trafic, mais d'achat et de vente, notamment en passant par la Turquie. Alors c'est chose moins facile aujourd'hui parce que la coalition militaire, pour le coup, a pris des mesures nécessaires et plutôt positives. Et puis, bien sûr, tout le monde en parle sur le marché de l'art, c'est-à-dire que le pillage systématique des sites archéologiques, et ils sont bien nombreux dans cette région riche en histoire, eh bien, évidemment, alimente un certain nombre de caisses noires de l'État islamique. Donc vous voyez que l'État islamique, non seulement n'est pas le produit de la volonté divine, mais l'expression d'une situation de décomposition dont notamment les États-Unis ont une part de responsabilité, mais pas uniquement, et que deuxièmement, l'État islamique en tant que tel, le bien mal nommé, est parti lui-même à un faible niveau au jeu concurrentiel international de remise en cause des États-nations, ce que, à mon avis, il faut combattre.